Vous êtes de retour sur la nuit zététique. Bienvenue, nous sommes le 11 septembre pour encore 1h30. Zététique et santé. On va, vous savez que le domaine de la santé est un territoire envahi par les croyances, les pseudothérapies, les pseudo-experts, les gourous et autres dérives, voire les vrais experts qui déraillent, mais ça on ne va pas trop le développer, y compris chez certains pros, quoi. Alors quel est l'apport de la zététique à cet égard? Je vous rappelle que vous pouvez aller sur Hello Asso, sur la page La Nuit Zététique. C'est l'Astec qui finance tout, mais on veut rembourser tout le monde. Et si vous nous aidez à le faire, on sera content. Et si vous ne nous aidez pas, on le fera quand même, mais ça va nous coûter cher. Ce soir, invité pour parler de tout ça, nous avons Fantine, qui est à distance, on peut la montrer à l'écran 30 secondes de Fantine Coucou, qui est interne en médecine générale, vulgarisatrice santé sur Fantine et Hippocrate, et contributrice à Fact and Furious. Bonjour Fantine. Nous avons Léo Druard, qui est ici à ma gauche, qui est kinésithérapeute de formation, qui est enseignant en formation initiale de kinésithérapie à Grenoble, donc il a fait de la route, alors que Fantine est restée chez elle. Et doctorant sur l'utilisation de l'effet placebo dans le soin, donc ça on va en reparler évidemment. C'est ça. À ta gauche, on a Mathieu Repiquet, alias Epistéméticos. C'est ça. Bravo. Sur les réseaux sociaux, donc étudiant, blogueur, vulgarisateur et enquêteur. Tu publies notamment sur la Monastériste et tu as également sur un blog Mediapart, pardon, et tu es membre du collectif No Fake Med. Parfait. Tout va bien? Oui, excellent. Bonjour Mathieu. Et à ma droite, le docteur François Morel, homonyme de l'acteur du même nom, je te la vole, et qu'on voit sévir suprêmum non nocere, c'est comme ça qu'il faut dire, mais on dit non nocere parce que voilà. Et tu es chirurgien. Exactement. Et tu es un fort beau membre de No Fake Med. Voilà. Alors j'ai un message avant qu'on commence de Francis, qui est notre hater historique, qui m'a écrit pour vous dire: vous les zététiciens, en gros, vous êtes toujours du côté de la science officielle. Vous prenez tous ceux qui n'ont pas une blouse blanche pour des imbéciles. Vous roulez pour Big Pharma, évidemment. D'ailleurs, vous nous direz un peu pour qui vous roulez. Et vous ne comprenez rien aux remèdes naturels. Vous croyez aux chimiques, aux médicaments, alors que l'important, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie, de manger des légumes, de rire, de parler aux arbres et d'écouter son corps. Non, c'est une blague. C'est un message que j'ai écrit, mais c'est Francis qui nous parle. Ne t'énerve pas, c'est Francis qui nous parle. Qu'est-ce que vous avez contre les légumes et la rigolade? Bon. Vous, les zététiciens, vous faites confiance à des médecins qui sont des professionnels de la maladie, alors qu'il faudrait écouter des pros du bien-être. Et c'est là que vous faites erreur, vous êtes trop bête. Pourquoi on ferait confiance à des gens qui gagnent de l'argent quand les autres sont malades? Forcément, ils ont intérêt à ce qu'on soit tous malades, plus malades, tout le temps, pour devenir plus riches. Parce que c'est évident que tout le monde ferait n'importe quoi pour plus d'argent. Non? Bon. Alors, ne racontez pas de salade, les zététiciens. Mangez-en plutôt. Débunkez-moi tout ça si vous le pouvez. Alors, je vous laisse réagir au message de Francis, notre hater. Ce ne sont que des salades. Bon, c'est la caricature. Alors, pardonnez-moi, les gens qui nous critiquent ne sont pas aussi caricaturaux que ça, mais on en croise. La plupart des phrases sont des phrases que j'ai vues. Ah oui. C'est pour ça qu'au début, je comprenais pas, parce que c'est typiquement le genre de commentaires qu'on peut avoir très régulièrement sous mes vidéos. En tout cas, j'en ai régulièrement ou sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Est-ce que c'est des... Alors, Léo, toi, tu es moins exposé à ça, tu es moins sur les réseaux. Ouais. Mais est-ce que ce genre de propos, vous les croisez? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous dites on s'en fout? Est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est de l'écume? Primoum, je pense que tu es le plus exposé. En fait, le truc, c'est que c'est très très dévalorisant pour les médecins, parce qu'en fait, déjà, il faut commencer par justifier sur pourquoi on fait ce qu'on fait, et c'est un peu déstabilisant, parce que dire qu'on n'est pas des spécialistes du bien-être et qu'on est juste des spécialistes de la maladie, non, c'est-à-dire qu'avant, on a déjà appris à comment ça fonctionnait, avant de savoir comment ça fonctionnait pas. Et oui, on est là pour régler le problème. Et quand on n'a pas besoin de nous, on est très content en fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens... T'es content quand on n'a pas besoin de toi? Oui, c'est-à-dire que les gens ils vont bien.
Moi, c'est quand Mais je. il y a une logique d'ailleurs de gens qui considèrent que tous les humains sont avides et appâtés par le gain. Et j'ai envie de dire, ma grand-mère m'a dit on juge les autres Mhm, C'était. Ma grand-mère me dit souvent on juge les autres à partir de soi-même. mhm. Et donc, on en dit beaucoup sur soi lorsqu'on attribue des intentions aux gens. Et enfin, dire, on fait des métiers parce qu'on aime ça aussi, parce que c'est intéressant, parce que c'est bien, pas parce que ça nous fait gagner, enfin, être plus riche. Bah forcément, à Pas ce moment-là, toujours. ça annihile complètement, par exemple, tous les médecins qui travaillent dans le service public. Pareil. Les médecins qui travaillent dans le service public, qui Mais travaillent. c'est parce que c'est les mauvais, ceux-là, c'est des losers. Il y a beaucoup de professeurs dans le service public. Alors, quand même. avant qu'on commence pour de vrai, par rapport à ces soupçons, veuillez, s'il Ah vous oui, plaît, les liens décliner d'intérêt. vos liens d'intérêt D'intérêt. et éventuels conflits d'intérêt. Monsieur Drouard. Druard, pardon. Ouais, voilà. Druard. Alors, ben, moi, je peux commencer, c'est simple. Je travaille sur l'effet placebo, donc pas grand monde qui paye. Ça veut dire que la plupart des recherches que je fais, elles sont financées par ma propre poche. Ça veut dire qu'il y a plus des sous qui sortent Par que des ta sous qui poche rentrent. Oui, c'est ça. Tu Et du coup, finances ta recherche. je me finance moi-même. Et ensuite, du coup, j'ai 2 études en cours qui sont financées pas par moi. Il y en a une qui est financée par l'INCa, qui est du coup l'Institut National du Cancer, et une autre qui est financée par Apicil. Donc l'Astec, l'Inca. C'est ça, on tout se fait est raccord. toutes les anciennes. C'est après l'histoire, par contre, je crois. C'est plus tard. Voilà. Aucun- Et après, je touche un salaire du coup pour mon métier d'enseignant, mais ça vient du CHU. Aucun lien d'intérêt et même mes enquêtes sont totalement bénévoles. Donc, il n'y a pas de conflit. Et moi, alors, moi je suis payé par la STEC. Pas la somme qu'on vous a dite, mais je suis payé par la STEC. Et on n'a aucun lien avec aucune industrie. Et pour ça, on a fait un appel à votre générosité parce que c'est vous qui rendez tout ça possible. Alors, Fantine. et Fantine, pardon, tu es là oui, bah oui. oui, pardon. Non, mais je vois bien ce que ça donne le patriarcat dans la zététique. Hein. Patriarcat, c'est l'absence physique. On aurait aimé te voir avec nous, tu n'es pas là, mais du coup, on t'oublie. Pardonne-moi. Mais oui, si je travaille. Non, je suis payée par le CHU, donc pareil, le service public, et là en ce moment également par le ministère des Armées, parce que je suis dans un hôpital militaire, mais pareil, aucun lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique et les labos que je refuse de voir. Extrême droite, puisque tu travailles avec l'armée. Travaille avec l'armée. Alors, Ouais. j'ai une question, parce qu'en fait, vous allez voir, ça va passer à une vitesse folle. Quelles sont les idées fausses sur la médecine ou sur la santé qui vous hérissent le plus? Qui veut commencer? Alors moi je veux déjà dire que je n'ai pas non plus de lien d'intérêt. Ah, pardon, tu l'as pas dit. Non, j'en ai pas. Tu l'as Voilà. Non mais je l'ai pas dit, Bah, mais non, dis-le je l'ai dit. maintenant. Dis-le. Voilà, je n'en ai pas. Super, c'est intéressant. Les trucs qui vous énervent le plus, soit qui circulent le plus et qui vous paraissent le plus dangereux, ou juste qui vous énervent le plus. Qui commence? Sur les conceptions qu'ont des personnes sur la médecine, Ce que tu veux, ce que tu entends passer qui t'énerve. que la médecine ne s'occupe que de la maladie, alors qu'une bonne médecine est censée s'occuper de chaque personne dans son intégralité et prendre compte du vécu existentiel de chaque maladie. Et donc la médecine ne se limite pas à soigner la biologie, mais bien à rétablir une personne. Donc la vraie médecine, elle est forcément holistique, pour reprendre le terme. La médecine basée sur les preuves se doit d'être holistique, c'est-à-dire globale. Bien sûr, après, le terme holistique a été récupéré Oui. par les thérapeutes alternatifs. Mais non, la médecine se doit d'être holistique et même pluridisciplinaire et faire appel à tous les professionnels de santé et pas que les médecins. Donc on ne soigne pas une vésicule biliaire, on soigne un patient qui a un problème de vésicule biliaire. Bien sûr. Il y a un problème de vésicule biliaire là, à un instant T. En plus. Mais oui. Alors, qu'est-ce qui Après t'énerve, là-dessus, Pardon, Fantine, qu'est-ce qui t'énerve? Fantine, oui. alors là-dessus, non, c'est vrai que je rebondis sur ce qui a été dit. Ça m'énerve aussi énormément. Néanmoins, c'est pas une idée totalement erronée dans le sens où beaucoup de médecins, malheureusement, ont cette conception-là de soigner une vésicule biliaire plutôt que de soigner un patient qui a un problème de vésicule. Et je pense que c'est l'attitude délétère de ces certains médecins qui sont certes minoritaires, mais qui existent, qui peut avoir un impact très important sur ces gens-là qui vont du coup s'imaginer que tous les médecins sont comme ça. Et on a aussi, du coup, je me permets pour embrayer, ce qui m'énerve le plus, je crois, c'est le fait que les naturopathes, etc., disent que la médecine basée sur les preuves ne fait pas de prévention. Déjà, il y a un gros acte de prévention que fait la médecine basée sur les preuves, c'est la vaccination.
Et surtout, que ce soit en cardiologie, ou partout ailleurs, la médecine basée sur les preuves parle aussi de prévention quand on parle de nutrition, quand on parle d'activité physique. Et ça, c'est des choses qui ont été prouvées. Et il y a eu une énorme récupération de la part de tous ces mouvements-là. Et ça fait partie des trucs qui méritent le plus de penser que dire de manger des fruits et légumes, spécial dédicace à Casas Novas, c'est pas de lui, c'était bien avant. Oui, il a rien inventé, c'est pas nouveau. François, qu'est-ce qui t'énerve? Tout ce qui a été dit et c'est trop difficile de trouver quelque chose de nouveau. Je dirais que ce qui m'énerve le plus en complément, c'est de dire qu'il y a plusieurs médecines. La médecine, elle est une et indivisible. Il y en a une, c'est la médecine avec un grand M. Tout ce qui fonctionne et qui a prouvé que ça fonctionnait rentre dans la médecine. Et ce qui fonctionne pas, c'est soit pas encore de la médecine, soit ça n'est pas de la médecine. Mais à un moment ou à un autre, il n'y a pas plusieurs médecines. Il y a ce qui fonctionne, peu importe d'où ça vient. Si c'est pisser dans un violon, manger des crottes de chèvre, ou alors utiliser je sais pas moi, du génie génétique pour créer des vaccins ARN messagers, bon, c'est de la médecine. Si c'est pas ça, si ça n'a pas fait preuve de son efficacité, c'est pas de la médecine. Donc la médecine, il n'y en a qu'une seule en fait, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul truc qui fonctionne et si ça fonctionne, on le prend, peu importe d'où ça vient, quoi. Tout ça pour dire qu'on n'est pas que pour les médicaments, mais toutes les interventions non médicamenteuses, que ce soit l'activité physique adaptée, même l'hypnose faite par des personnes formées. Avec des indications posées, validées. L'hypnothérapie, est-ce que douleur, l'hypnose de spectacle, c'est le même mot, mais c'est pas la même chose? Alors, je ne suis pas un spécialiste des trans et de Clément, l'hypnose. qui pourra parler de l'hypnose plus tard, mais... ok, donc voilà, il n'y a pas que le médicament, il y a plein de prises en charge. L'hypnose en prémédication dans les interventions chirurgicales, on sait que ça fonctionne. Oui. Voilà, on a Qui détourné l'intention, manuelles. ça a permis de déstresser les gens, d'éviter d'utiliser des anxiolytiques. Voilà, on sait que ça fonctionne, mais ça a été validé. Et, voilà, c'est pas que on utilise ce qui fonctionne, quoi. Encore une fois. Il y a même du coup. Et au-delà de. Pardon, vas-y. Non, là, Désolé, au-delà de... non, c'était autour de Léo quand même. Non, parce mais que là, il C'est faut le laisser matriarcat. Je suis en décalage. Mais oui, il y a même des thérapeutiques qui ne se basent que sur du non médicamenteux et du coup, moi je suis kinésithérapeute, donc Oui. finalement. Oui, bien sûr, je fais la que ça. physiothérapie. Qu'est-ce qui t'énerve le plus, peut-être en lien avec ta pratique? Non, moi je vais parler que du placebo. Moi je suis monomaniaque, je fais que ça. Et du coup, c'est que quand on me dit que le placebo c'est que dans la tête, là c'est le truc qui me. Parce Normal. que c'est vrai et c'est faux en même temps. Et du coup, c'est compliqué de répondre à ça. Oui, parce que on peut avoir un effet placebo sur des plantes. Oui. En fait. Oui. Et ça, c'est. On va parler. On pourra en C'est parler. l'expert, on va parler placebo et c'est compliqué parce que les plantes ne peuvent pas avoir de perception. Mais nous, quand on la regarde. Oui. Si. Bon, on la regarde. Alors. Fantine ça, avait c'est quelque sur- chose à dire, donc je crois. Fantine, oui, tu voulais revenir sur un truc. C'était par rapport. Voilà, je me suis auto-coupée dans mon élan, mais ça reviendra tout à l'heure. C'est pas Il n'y grave. a pas de problème. Entendu. Alors, bon, ça c'est santé, mais il y a zététique et santé dans le nom de notre table ronde. Et donc l'idée c'est de comparer un peu les deux et de voir en quoi la zététique aide ou n'aide pas ou pose problème. Est-ce que, et puis surtout les questions que nous on se pose, c'est pourquoi les gens croient ce qu'ils croient? Et alors comment ça se fait qu'on a autant de succès des pratiques, on va dire des pratiques de soins non conventionnels? Comment on explique le succès? Alors, il n'y a pas ici de gens experts de Non. pourquoi, mais vous êtes là, c'est vous qui êtes là, vous avez quand même des petites lumières sur comment ça se fait que ça a autant de succès, parce que vous en avez débunké en plus. À l'heure actuelle, d'abord, qu'est-ce qui a le plus de succès? Peut-être, bon, homéopathie, on met ça de côté, on en a beaucoup parlé, voilà. Au-delà de ça. Et pourquoi ça a du succès selon vous? Qui veut prendre la parole? Moi je peux commencer parce que c'est vrai qu'en kinésithérapie, on a quand même. On est des bons fournisseurs dans la profession de thérapie alternative. C'est vrai. Et complémentaires. Et je pense qu'un des trucs qu'on a dit tout à l'heure quand même qui est intéressant, c'est que tous les professionnels de santé ont quand même comme première intention de soigner. Et du coup, notamment en kinésithérapie, parfois on est frustré quand on n'y arrive pas. Et du coup, des fois, on va chercher ailleurs en y cherchant des réponses plus... qui sont pleines de conviction, qui laissent moins de place au doute, qui laissent toutes ces choses-là. Et du coup, parfois, c'est vers ces thérapies-là qu'on se tourne. Donne-nous des exemples. Donne-nous des exemples. Ça commence par O. Commence par... Non, mais c'est vrai que quand vous êtes confronté à quelqu'un qui a une lombalgie pendant François des fait années, référence à l'ostéopathie, c'est ça. qui est controversée. Mais oui, que c'est controversé. Pourquoi controversé? De toute évidence, tout le monde n'est pas convaincu sur le fait que ça marche. En tout Ah. cas, pour les raisons pour lesquelles on dit que ça marche.
Ça C'est me vrai, paraît ça, c'est vrai. relativement, Donc Voilà. voilà, Mais donc du coup dans les exemples, oui en effet, c'est quand vous êtes face à des patients chez qui vous devez dire je sais pas comment traiter votre problème, finalement vous cherchez des solutions ailleurs. Oui. Et du coup il y a des thérapies qui vous proposent de vous former en vous disant nous on vous forme à quelque chose, vous allez voir toutes les lombalgies, vous allez les soigner en très peu de temps et tout ça. Et c'est vrai que c'est tentant, il y a des gens qui résolvent leur frustration là-dedans. C'est une des raisons je pense vers lesquelles donc la qui peuvent frustration expliquer. explique le succès de récits et de théories. pourquoi les professionnels de santé peuvent y Ouais. aller, je pense c'est une des explications. Mathieu, Moi, je voulais dire que je pense que. Alors évidemment, il y a plein de causes qui expliquent que les MCA sont très. Médecine complémentaire alternative MCA. sont Oui. très utilisés. Moi, je pense que beaucoup de MCA sont utilisés pour des pathologies qui guérissent d'elles-mêmes en une semaine, comme le rhume. Par exemple, des personnes qui prennent, je sais pas, de l'homéopathie ou de l'aromathérapie, phyto, etc. pour le rhume. Forcément, ils guérissent du rhume 5 jours après, et du coup, je pense qu'ils attribuent ça aux produits qu'ils ont ingurgités, alors qu'en fait, non, c'est juste une régression à la moyenne et l'évolution naturelle de la plupart des maladies bénignes. en gros, on fait des fausses associations entre ce qu'on fait, alors que le corps se guérit tout seul spontanément, souvent. Bien sûr. C'est ça. Fantine, sur pourquoi le succès de ces récits alternatifs? C'est très marrant parce que c'est probablement ce qui sera le sujet de ma prochaine thèse. Donc j'ai du coup commencé à... Oui, vous m'entendez là? Yes, ok, d'accord, parce que moi j'ai plus le son, mais c'est pas grave. Je pense qu'il y a trois principaux axes, en tout cas de ce que j'ai pu voir de ma petite expérience. Je pense qu'il y a déjà le côté l'attrait vers le naturel, l'appel à l'exotisme, l'appel à la nature, quelque chose qui va attirer les personnes qui vont être déjà un peu dans les mouvances écolo, New Age, etc. Cette espèce de retour aux sources qui plaît beaucoup, surtout dans la naturo, l'aromathérapie, la phyto aussi. Je pense qu'il y a aussi chez certains, surtout pour le côté anti-vax, chez certains ce côté un petit peu anticonformiste, un peu anti-gouvernement, anti-conventionnel. Donc des gens qui sont un petit peu contre les conventions, qui vont du coup être contre la médecine conventionnelle, mais plus par idéologie en fait que par réelle réflexion. Et après, il y a aussi beaucoup, et ça, c'est des choses que je retrouve vraiment dans la pratique, des gens anxieux en fait. Des gens anxieux qui cherchent de l'écoute, qui cherchent de l'attention, qui cherchent de l'empathie. Chose qu'on ne peut pas forcément offrir sur une consultation d'un quart d'heure en médecine générale, c'est parfois un peu compliqué. Et chose qu'avec une consultation à 120 balles la demi-heure, en naturopathie, on a beaucoup plus le temps de faire. Tout à fait. Je pense qu'il y a ces trois choses, quoi. Je vais rebondir à ce que dit Faust. Tu rebondis, toi? Oui, je rebondis. Comme un ballon. Oui, je voulais dire, effectivement, les grands utilisateurs ou même les grands promoteurs de thérapie alternative sont très souvent, appartiennent très souvent au milieu conspirationniste, New Age, anti-vax, et parfois d'extrême droite. Il y a des liens, en tout cas. Il y a des liens. Il y a une grande perméabilité, en tout cas. Et donc, tu vas garder la parole parce que tu enquêtes actuellement, parce que les médecines parallèles, c'est un marché considérable. Il y a Big Pharma et qui pose plein de problèmes. Et il faut enquêter à fond sur ce que font les laboratoires, je suis d'accord, mais nous, on n'est pas armés pour. Moi, je ne sais pas faire. Mais Mathieu s'est intéressé à des sites de médecine douce, médecine parallèle, etc. Et tu publieras bientôt ce que tu as trouvé. Mais déjà, si tu peux nous teaser un peu, parce que tu vois que le temps file, en 2 minutes ou 3 max, voilà, des pistes de trucs que tu as trouvés et que tu vas nous révéler dans tes prochains articles. Alors moi déjà je me limite au marché on va dire français, il y a déjà assez de choses à faire comme ça, ou même francophone plutôt. Effectivement sur la menace terroriste, sur un feuilleton un peu à la Mediapart, on ira chaque jour, on révélera un truc un peu... Chaque jour ou chaque semaine, je sais pas, en tout cas ça va... Tu décides, hein, ça va faire fais mal. comme chez toi. Du coup, j'enquête évidemment bénévolement et sans haine j'enquête sans haine, si, en étant zen, non, mais sans haine. Sans haine. Oui. Sur différentes entreprises. Alors, je commence déjà par SPAS Organisation. C'est vraiment la plaque tournante clairement du charlatanisme en France. Ils organisent des salons qui clairement contiennent toutes les fake news possibles. Ensuite, là, je passe du temps sur Medoucine. Donc, Medoucine, c'est un peu comme le Doctolib pour les médecines douces, on va dire. On va pas prononcer le mot charlatan trop vite. Ah non. Mais vous avez le droit de considérer qu'il plane.
Alors, je ne pense pas que ce soit tous. Non, mais non, mais Oui. pour ça, je suis sérieux. C'est-à-dire qu'on peut pas les accuser tous d'être des charlatans. Ah, non, N'empêche non. qu'à un moment donné, la question se pose. Du moins, on voit beaucoup de praticiens qui utilisent des méthodes qui sont clairement charlatanesques, à savoir la quantique, l'iridologie, etc. Le pire, je pense, c'est qu'ils ont prétendument une charte déontologique qui dit qu'ils recrutent que des gens qui sont formés, qui ont un bagage et qui ont une éthique. Peut-être qu'ils ont un sac à dos, c'est tout, mais c'est une image, tu vois, c'est un bagage. Bref, bon, Ok. Pardonnez-moi. Non, et que ce marché, il est quand même très peu régulé. Il y a quand même des rapports de la Direction générale des fraudes qui sont quasiment tous les ans en ce moment, qui mettent clairement en évidence qu'il y a beaucoup d'abus, d'arnaques, même des exercices illégaux à la médecine. Et la Miviludes a régulièrement des signalements qui sont liés à ces pratiques-là. 40% des signalements à la Miviludes, ça et concerne et la ça santé. augmente. Et ça augmente. Et Pardon, donc, je t'ai coupé, c'est ma faute. oui, je sais plus ce que je voulais dire. La régulation, oui, donc la Direction générale des fraudes, ils sont au courant, sauf qu'ils n'ont pas d'enquêteurs, ou très peu seulement. Pourtant, il y a des articles de loi, et le grand absent de tout ça, c'est la NSM, alors qu'il y a clairement des articles de loi qui disent que c'est à l'Agence du médicament et des L'Agence produits de nationale santé de la sécurité du médicament. de sanctionner les allégations thérapeutiques mensongères. Ça fait au moins 10 ans qu'ils ne le font plus. Ils ne le font plus, mais et pourtant c'est dans leur statut. Bah en fait, toute sanction arrive est publiée dans le journal officiel de la République française, et depuis 10 ans, effectivement, il n'y a quasiment rien. En gros, en 2012, ils étaient l'AFSAPS, en 2013, ils sont devenus la NSM, et depuis ce changement d'appellation, on dirait que ils ne font plus rien. Peut-être qu'il faut qu'on se cotise pour leur payer du temps d'enquête disponible. Peut-être qu'ils ont besoin de fonds, je sais pas. Oui, mais justement, c'est pas à nous d'enquêter, c'est plutôt à eux. Je sais bien. Peut-être qu'il faut qu'ils vous recrutent, vous avez l'air de coûter pas cher. Je pense qu'on coûte moins cher que d'autres, c'est sûr. Mais, sur ce... mais eux, ils pourront pas te payer 5 000 € par contre. Oui, mais arrêtez, c'est bon. Fantine, sur le... Parce que toi aussi, tu as débunké des choses. Et des pratiques un petit peu comme ça, on va dire alternatives. Sur quoi tu as enquêté, toi? Sur quoi tu as travaillé? Alors, de manière officieuse, entre guillemets, j'ai fait beaucoup plus de trucs que j'ai jamais vraiment mis en forme, mais j'ai fait pour le premier épisode du coup de ce qui sera une série sur le trafiquant de santé, donc tous ces gens qui font vraiment le commerce des médecines parallèles, et notamment sur ma première victime qui aurait été Loïc Ternisien, un naturopathe. Qui a eu le bon goût de raconter n'importe quoi sur, entre autres, sur les traitements de l'hypothyroïdie, sur laquelle j'avais fait une vidéo. Je suis allée farfouiller un peu donc sur le fond de ce qu'il disait et surtout sur la forme et comment qu'est-ce qu'il faisait exactement dans la vie, ce monsieur. Donc il était naturopathe. Donc au niveau des prix des consultations, on arrive à peu près au prix d'une consultation de médecine générale à l'heure. Pour un monsieur qui n'a aucune formation, qui en fait aucune formation en naturopathie, hein, c'est-à-dire qu'il a fait vaguement un diplôme au Canada, on ne sait pas trop d'où il sort, et en fait il n'affiche en tout cas sur son LinkedIn aucun diplôme officiel entre guillemets de naturopathie. Et il a quand même créé 4 entreprises différentes. Donc celle où il fait ses consultations, le centre d'herboristerie familiale, donc il fait de la phytothérapie, un truc d'aromathérapie quantique. Alors celui-là, je vous conseille le site quand même parce que c'est une pépite. Et oui, il y a de l'aromathérapie quantique, de l'aromathérapie ayurvédique. Il y a beaucoup de choses comme ça, c'est assez intéressant. Et un quatrième dont j'ai oublié le nom, mais voilà, en fait, il est vraiment sur tous les créneaux qui pourraient rameuter en fait de l'argent. Et c'est surtout au niveau des formations où là, on est sur du haut niveau. Parce que justement, quand j'avais préparé la vidéo, j'étais allée voir sur ces sites, ils mettaient une formation, je crois qu'elle était à 459 € pour 2 mois de formation, quelque chose comme ça. Et quand j'y suis retournée 2 jours plus tard pour refaire une capture d'écran du truc de la formation, l'écran avait changé, ils avaient mis en gros 299 € barrés avec une promotion exceptionnelle à 459 €. Magnifique. Ce qui est génial. C'est génial. C'est du marketing. Voilà. Je voulais faire une transition. On parle de naturopathie. Ayons une pensée pour Miguel B, participant au film Hold Up, qui
contre qui vient d'être requis 1 an ferme parce qu'il a un patient qui est mort, enfin 2 patients qui sont morts, qui avaient le cancer. Il leur a dit non mais prenez des jus de fruits. C'est le bras donc droit je ne de peux pas Irène dire Grosjean. que c'est un charlatan. Par contre, je peux le traiter de fils de pute. Non, c'est pas Non, gentil. c'est plutôt phobe. Et c'est pas très D'enfant gentil du pour sa démon. maman. Comment dire, enfant du démon, ordure. Oui, voilà. Bien. Mais peut-être Connard qu'il est est adapté sincère, mais à un aussi. moment donné, quand ça touche à des maladies comme ça, même quand on est sincère, on fait pas ça, sinon on finit en prison. Et j'espère qu'il va y aller. Sais-tu comment il diagnostique les métastases? Allons-y. Dans son procès, qui a duré 8 heures hier, il a dit que, enfin, ou du moins les juges ont mis en évidence qu'il diagnostiquait les métastases avec un pendule. Avec un pendule. Bon, mon diagnostic d'ordure, je vais le maintenir pour l'instant. Et j'assume d'être un petit peu excessif dans mes Véhément. propos. Je suis véhément, mais de temps en temps, cette véhémence-là, c'est que on est motivé aussi par ça. C'est-à-dire qu'on est choqué par ce qui se passe. Ne croyez pas qu'on sommes des purs esprits comme ça, au-dessus des choses, et nous jugeons ce qui est vrai, ce qui est faux. Non, on est choqué par des fois des pratiques à la con. Mais pour autant, il ne faut pas que, et c'est peut-être un défaut qu'on a des éthiciens, tout ce qui n'est pas validé, on a un peu de mépris. Et or, la médecine évolue. Il y a des pratiques aujourd'hui qui ne sont pas admises, qui pourraient plus tard faire la preuve de leur efficacité. Et on a peut-être aussi un peu de mépris par rapport au placebo. Et là, je vais passer la parole à Léo. Parce que le placebo, et ce sera ma question, une fois que tu nous auras dit un peu ce que c'est, parce qu'on en a parlé, mais voilà, la question qui viendra après, et c'est le cœur de ton sujet, c'est est-ce qu'on peut utiliser le placebo de manière éthique? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que le placebo? Parce qu'il y a plein d'idées reçues. Hein. Ouais, il y a plein d'idées reçues sur le placebo, et c'est un sujet vraiment très intéressant. Je pense, oui. Très mais vaste. tu n'as que 4 minutes. J'ai que 4 minutes, ok. Alors l'effet placebo, c'est un effet qui est vraiment paradoxal parce que du coup, on a commencé à se rendre compte que quand on donne quelque chose dans lequel il n'y a rien, il se passe quelque chose. Il se passe une amélioration, il se passe un changement de symptomatologie. Et puis du coup, on savait pas comment l'expliquer, donc on a dit ces traitements-là, on va les appeler placebo, et puis il se passe des choses, faut qu'on explique quoi. Puis on s'est rendu compte que quand on leur donne rien du tout, il se passe aussi des choses. Et du coup, en effet, quand on donne rien à des gens, leurs symptômes, ils évoluent. Et quand leurs symptômes évoluent, tout à l'heure, on a parlé de la régression à la moyenne, de l'évolution naturelle des symptômes, tout ça, il y a toutes ces choses-là qui se passent. Mais quand on administre un traitement, il y a un contexte dans lequel on administre ce traitement qui va avoir un effet sur les gens. Et cet effet, c'est ça, l'effet placebo. Je sais pas si c'est assez clair, mais je sais pas ce que les autres en pensent. Sinon, si vous voulez, je peux être un peu plus clair. Tu me corriges, mais ce sont les effets contextuels. Voilà. C'est l'ensemble des éléments non thérapeutiques spécifiques qui vont avoir un effet. Alors, c'est pas l'ensemble de tout ce qui est non spécifique, parce que l'effet placebo, c'est une partie du non spécifique. Alors, c'est quoi le reste qui n'est pas placebo? L'effet placebo, c'est une partie des effets contextuels. Oui. Alors, là, ça dépend de la nomenclature qu'on va choisir. Sémantique, alors. Ce que toi tu dis non, comme étant les effets contextuels, c'est ce que moi j'appelle les effets non spécifiques, mais c'est juste une différence de mots. En fait, on est d'accord sur le fait que quand je donne rien, il y a des choses qui se passent, régression moyenne, l'évolution naturelle des symptômes. Et l'effet placebo, c'est un bout de ces effets non spécifiques. C'est la part neurophysiologique du contexte dans lequel tu administres ton traitement. Alors ça fait plein de mots très compliqués, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est juste que le contexte dans lequel j'administre mon traitement, il n'est pas inerte. Il produit des effets sur les gens. Alors, exemple de causalité qu'on connaît qui entre dans le placebo. Exemple de causalité, j'ai pas compris ta question. Porter une blouse blanche. Ah oui, tout à fait, bah oui. En fait, que le médicament a mauvais goût, qu'il est plus coloré, qu'il est plus cher. Exactement. Donc tout ça, c'est les facteurs contextuels. C'est quels sont les indices du contexte que les patients et les patientes vont interpréter ou vont pouvoir ressentir, qui vont finalement déclencher ces effets placebo. Dedans, du coup, il y a comment le soignant va être habillé, quelle aura on a eu ou quelle réputation professionnelle on attribue à cette personne avant. Et en fait, c'est tous les éléments qui vont influencer sur les attentes qu'on a envers un traitement ou envers une thérapie ou un geste. Et en fait, les effets placebo ou l'effet placebo, il revient à ça. C'est qu'est-ce que j'attends de ce qu'on va me faire. Et du coup, ça revient. C'est vraiment les attentes qui l'expliquent comment ils fonctionnent. Tu voulais dire un mot ? Après, il faut juste savoir que l'effet placebo, c'est pas efficace sur tous les symptômes. En général, c'est plus les symptômes subjectifs. C'est essentiellement la douleur, en fait, nausée. Nausée, oui. Ouais, complètement. C'est pas que la douleur. Du coup, pour le coup, c'est vraiment vaste. C'est là-dessus qu'on a mis en évidence au début historiquement. Exactement, exactement. Mais exactement ce que disait Mathieu, c'est tout ce qui est subjectif et surtout les symptômes qui sont continus. C'est-à-dire quelque chose qui est binaire, en fait, ça marche moins bien.
parce que du coup il y a moins de nuances dedans. Par exemple, de binaire. Bah, par exemple, Cassé, pas cassé. cassé, pas cassé, Oui, ouais, c'est le chirurgien qui parle. plaie ou pas plaie, Désolé, ou un hein, truc comme ça. Il n'y a pas beaucoup de placebo en chirurgie, mais encore que. Si. Et j'ai dit encore que. Moi, j'ai vu passer, fait peur. j'ai vu passer opération, donc fausse opération Oui, pour les stents. pour le problème de thyroïde. Il faisait juste une incision cutanée et il la refermait. Et on voyait il y avait quand même une évolution. Et c'est pas seulement en douleur, c'est vraiment d'un point de vue neurophysiologique. Fonctionnellement. Fonctionnel. il y a une différence. Ça, c'est fou. Hein. Après, Ouais. faut pas croire que ça guérit Oui, tout. c'est- Hein. C'est pas une différence aussi. Mais comme quoi, l'attente d'un patient, ça. Mm. Envers un traitement, envers un thérapeute. Bon, là, c'est uniquement en recherche parce que c'est pas. Ça a été fait à Liège. Oui, mais c'est uniquement en recherche, c'est pas en pratique de tous les jours. Il faut Ah pas non, de- non, non. c'est- Ah non, c'est-à-dire non, qu'on non. uti- Je on pense peut que c'est utiliser pas des très interventions, on peut utiliser des interventions placebo pour essayer de limiter au maximum le mieux, parce que dès qu'on fait de l'interventionnel, c'est un peu le problème de toutes les thérapies. Enfin, de tout ce qui est manuel, on va dire, c'est que c'est difficile de faire du faux, quoi. Oui. Faire de la fausse kiné, faire de la fausse C'est ça. chirurgie, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, oui, le gold standard, c'est essai thérapeutique randomisé, contrôlé en double aveugle contre placebo. C'est très difficile à faire sur de la chirurgie, par exemple. On ne Et peut pas faire semblant d'opérer un patient, quoi. C'est assez compliqué. C'est pour ça justement que là il y a déjà un petit élément sur lequel on peut nuancer les choses, c'est qu'en fait souvent quand on dit le mot placebo, on oublie de l'utiliser comme un adjectif, et du coup quand on dit placebo, on parle souvent des traitements placebo, qui sont du coup les traitements inertes qu'on veut utiliser, qu'on utilise très souvent du coup en recherche parce que c'est un très bon comparateur pour estimer Oui. la taille d'un effet spécifique d'une intervention. Mais du coup, faut différencier le traitement placebo de l'effet placebo, qui sont du coup quand même deux choses différentes. Vous l'aurez Fantine, compris un maintenant. petit mot là-dessus. Ou tu préfères Oui, rester il y a- avec ton chat? Oui, non, ben les deux, je peux faire les deux. Mais, non, il y a sur l'effet placebo, il y a notamment qui est très difficile à évaluer en placebo, l'acupuncture. Alors ça existe, ça s'appelle la chame acupuncture, c'est pour ça que l'acupuncture est assez mal évaluée et qu'on sait pas trop dire à l'heure actuelle si c'est efficace ou pas. A priori, pour le moment, a priori non, mais il y a pas mal d'essais qui sortent sur de la fausse acupuncture, donc avec des faux points, enfin, des aiguilles sur des faux points de méridien de médecine chinoise. Et le deuxième point, c'est surtout, je pense que les praticiens de médecine alternative utilisent beaucoup les effets contextuels, dans le sens où ce qui va aussi beaucoup jouer sur l'efficacité d'un traitement, c'est la conviction qu'a un médecin ou un soignant à le prescrire ou à le délivrer. Le patient à qui on va dire je vous donne un médicament qui est vraiment super efficace, vous allez voir, ça va vous soulager, va être beaucoup plus soulagé que quelqu'un qu'on va dire ouais, bon, je vous donne ça mais j'ose pas trop, on n'est pas sûr. Et les naturopathes, les aromathérapeutes sont toujours hyper persuadés de ce qu'ils font, et ça participe aussi de l'efficacité que les clients en ressentent. Et ça, ce qui est Le très niveau bon, de conviction, en fait. Ouais. Si le praticien est convaincu que ce qu'il fait fonctionne, ça marche un peu mieux. complètement. Et ça, même si vous le dites pas. C'est assez rigolo, ils avaient fait une étude comme ça où on a le temps d'expliquer une petite étude où, Allez, rapidos. il est moins 2. Il est moins de. Bon, ça veut on dire va que j'ai 2 déborder. minutes. Bon. Ce qui fait qu'il te reste 20 secondes. Mais on va prendre 4 minutes. Vas-y. Mais en fait, on avait fait une étude chez des dentistes où du coup on leur avait dit vous allez faire une étude sur la douleur chez vos patients, où avant une injection, vous allez devoir pouvoir leur administrer soit un antidouleur, soit une molécule qui va augmenter la douleur de vos patients. D'accord. C'était en 85, ça fait un petit moment, Wow. donc on se posait pas le problème de est-ce que Ouais. ça va être éthique ça ou pas. Soit une molécule où il y a rien. Puis en fait, les dentistes qui participaient à cette étude, En gros, c'est du simple aveugle. Si je comprends bien. alors c'était plus vicieux que ça, parce qu'en fait c'était les dentistes qu'on étudiait, pas les patients. Oui, c'est ça. Mais Et donc quand on est allé voir les dentistes, on leur a dit je suis désolé, à un des groupes on leur a dit on a complètement oublié de vous amener la molécule antidouleur. Donc vous pourrez injecter vous que le placebo ou celui qui va être hyperalgésiant, qui va augmenter la douleur. Et puis à l'autre groupe, on leur disait voilà, vous avez une chance sur 3 de mettre la bonne molécule. Sauf qu'en fait tout le monde avait du placebo. Donc tout le monde avait un traitement placebo. Et ce qu'ils se sont rendus compte, Comment on c'est que manipule dans les cette- deux groupes, non mais en recherche et surtout sur le placebo, on est des manipulateurs, Ah oui. c'est catastrophique. C'est maladif. on en a presque. besoin, en fait. On en a besoin, mais on le justifie, enfin, comme on peut. Et du coup, dans ces deux groupes, on s'est rendu compte que le groupe de dentistes qui avait aucune conviction dans le fait de pouvoir administrer un traitement qui allait soulager, eh ben, les patients avaient beaucoup plus de douleur dans ce qu'ils avaient. Donc, c'était les vrais patients Oui. qui répondent vraiment à un questionnaire. C'est Et ça. sauf qu'ils sont exposés à un médecin qui est sûr de pouvoir les aider ou pas. Exactement.
et le fait qu'il a rien à dire dans son attitude, Ça il se passe suffisait. quelque chose. Ça suffisait, exactement. Alors on sait pas très bien qu'est-ce qui dans l'attitude le Trouver. donnait ça, mais bon, on cherchera. Alors, est-ce que il est... Parce que, voilà, comment dirais-je parce que on va pas faire que du placebo, mais c'est quand même le placebo est quand même un sujet important parce que il y a des médecines qui marchent pas, mais il y a des médecines qui plaisent aux gens. On Donc va c'est pas pas de leur la interdire d'y aller. Personne ici ne veut interdire à des gens d'aller consulter telle ou telle personne. En revanche, ça serait bien que les gens qui font profession de soigner les gens lorsqu'il y a un cancer, eh ben, ils fassent pas... Parce qu'après, ils vont en prison. Hein. Et moi, je pense, voilà. Mais bon, on va pas interdire aux gens de faire ce qu'ils veulent. Mais est-ce que ce serait pas bien d'utiliser, d'exploiter les compétences qu'ont ces thérapeutes alternatifs à raconter des belles histoires, à mettre le patient dans un état de suggestion, dans un état où ils vont se sentir mieux. Je pense que c'est bien que les gens se sentent mieux, et de leur voler ça et de l'utiliser en evidence-based medicine. En gros, est-ce qu'on peut, sans que ce soit que du placebo, utiliser tous les effets contextuels pour améliorer l'expérience du patient? Et si on le fait déjà, qu'est-ce qu'on fait déjà? Et si on ne le fait pas encore, pourquoi? En fait, je pense que c'est déjà en cours. En Allemagne, il y a une ancienne homéopathe qui s'appelle Nathalie Grams, Oui. qui écrit plein de livres. Bon, c'est parfois en allemand, parfois en anglais, donc, mais c'est toujours vraiment super. Bon, évidemment, elle est devenue rationaliste. Elle critique son ancienne pratique, mais elle utilise ce qui était positif. En fait, une consultation plus longue, plus empathique, où on parle plus du vécu et de l'expérience des personnes. C'est pas forcément l'effet placebo, mais c'est un peu l'effet nursing. La personne se sent écoutée, ses choix et ses valeurs prises en compte dans l'élaboration du traitement. Et je pense que c'est bien. Oui, en fait, ça... Fantine. J'allais justement dire, on en revient à ce que disait Fantine, donc vas-y. Oui, c'est ça. En fait, ça existe déjà. Hein. Ça s'appelle, enfin, c'est des techniques de communication. Et alors, je sais pas. Enfin, les anciens médecins étaient pas formés à ça. De plus en plus, on a des formations à la fac. Justement sur la communication avec les patients, sur ce genre de technique en fait, par exemple comment faire retomber la colère d'un patient, comment expliquer à un patient sans le prendre pour un neuneu, comment favoriser l'adhésion au traitement et tout ça. C'est des techniques de communication qui existaient déjà bien avant, mais qui n'étaient pas du tout investies par le champ médical et qui ont été investies bien avant nous par les pratiquants de médecine alternative et que les médecins sont en train de s'approprier petit à petit. Mais c'est très compliqué pour les vieux médecins, entre guillemets, qui n'ont pas du tout été formés à ça et qui sont plutôt encore dans une démarche très paternaliste du médecin. C'est moi qui dis, c'est moi qui sais, je vous donne le traitement parce que j'ai les connaissances. De plus en plus, ce postulat est en train de se modifier pour arriver à une relation alors qui n'est pas d'égal à égal, puisque le médecin a forcément un rapport de domination par rapport au patient, mais un rapport qui se veut plus égalitaire, avec une décision partagée. Et ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans le champ de la médecine, mais qui arrive par les nouvelles générations d'internes et de jeunes médecins qui ne sont pas encore PUPH et tout en haut de la hiérarchie médicale. On va attendre que les vieux meurent. C'est ça. Bon, bah on va On être repart à la patient. retraite, hein. On n'est On a pas... jusqu'à l'aube. Moi, en fait, je pense le problème qu'a eu la médecine sur les... alors maintenant, c'est 70 ans, mais en gros, je vais dire juste je vais dire 50 années entre 1950 et 2000. Ce qu'il faut voir, c'est la transformation qu'a vécue la médecine sur les 50 années qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, en gros. C'est-à-dire qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, on a vu apparaître les antibiotiques, la vaccination de masse, les scanners, les nouvelles thérapies du cancer. On a vu reculer le génie génétique, le génie chimique, le génie biologique, toute la connaissance de l'ADN, tout ça. En 50 ans, la médecine a fait plus de progrès et d'avancées sur sa propre pratique qu'elle n'en avait fait sur les 2000 dernières années qui avaient vu naître les bases de son fonctionnement. Et donc, les médecins... Il faut intégrer tout ça maintenant. Oui, c'est-à-dire que
en fait, je pense que c'est le truc qui s'est passé avec la médecine, c'est il y avait une médecine très paternaliste où les gens écoutaient leur médecin, mais le médecin, il avait comme principale activité d'écouter ses patients, c'est ce qu'il faisait. Et ensuite, il a eu énormément de connaissances techniques à accumuler. Oui. Et déjà, les 30 premières années, on a formé une génération de médecins, ils ont appris des choses. Les 30 années suivantes, la génération de médecins quand elles se sont chevauchées, ces deux générations, ils n'ont pas du tout appris les mêmes choses, ils ont appris encore plus de choses. Et donc là, on s'est retrouvé dans une médecine hyper technique, avec des gens qui étaient complètement déconnectés de la réalité des médecins, enfin des patients. Et c'est pour ça qu'à partir des années 2000, on a eu un petit shift dans les études de médecine, avec l'introduction de la relation médecin-malade, de l'éthique médicale. Il fallait y revenir. Il fallait y revenir parce qu'on se rendait compte, on était complètement déconnectés par rapport à ça. C'est l'une des raisons, par exemple, pour laquelle j'ai commencé ma chaîne, moi. C'est parce que je me rendais compte qu'il y avait un décalage entre ce que les gens vivaient tous les jours et la médecine que nous, on apprenait, qui est hyper technique, qui faisait très déshumanisé. Le truc, c'est que ça allait très très vite. C'est mon avis, hein. C'est mon avis. En même temps, de la situation, c'est déshumanisé, mais ça marche bien. Oui, ça marche bien. Le problème, c'est qu'on a dit, ok, ça marche, donc on va y aller full là-dedans. Mais c'est ça pas fonctionne. Suffisant. La médecine, c'est pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi un rattrapage des. Ok, c'est cool, on a appris une certaine. Là, on se calme un petit peu, ça se lisse un petit peu sur les connaissances. Et donc, on est obligé de. On revient à quelque chose parce que on est en train de se faire voler. Une partie de ce qui était la base de la médecine. Des vraies compétences qui sont l'écoute et le soin. Qui sont l'une des bases le care, quoi, le nursing, le corps. Non, le care en anglais. Le care, c'est le soin. Le care. Le fait de prendre soin. Et je pense que c'est ça, c'est juste l'évolution énorme des connaissances a complètement masqué cette partie-là. Et on se la réapproprie parce que maintenant, les connaissances elles sont déterminées. Et effectivement, la médecine doit être holistique, tout ça. Mais à un moment ou à un autre, on a appris tellement de trucs qu'il faut quand même se spécialiser dans un petit sens. Maintenant, il n'y a plus de physicien qui fait toute la physique. C'était il y a 2000 ans qu'on avait des physiciens qui faisaient toute la physique. Bon. C'est un vrai shift qu'on a en fait d'un modèle qui avant était dit très biomédical, où on se concentrait sur la maladie, les petites molécules et comment on va les cibler, ainsi de suite. Et maintenant on passe plutôt à un modèle qu'on dit biopsychosocial, où on se rend compte qu'en fait il y a tellement de choses qui influencent. On se rend compte qu'il y a des pathologies qu'on n'arrive pas à cibler, des agents sur lesquels on va pouvoir mettre des molécules. Il y a beaucoup de maladies psychosomatiques. Et pas que, alors, en fait, mais au moins celle-là, qu'on ne comprend pas. Oui. Et les patients sont en errance, et si on ne les écoute pas, alors on ne fait rien pour eux. On revient à cette même histoire pas que quand c'est psychosomatique, mais c'est aussi finalement, on se rend compte maintenant du poids finalement que va avoir la génétique, va avoir l'environnement dans lequel on vit, va avoir l'hygiène de vie dans lequel on évolue, et ainsi de suite, et que ces éléments-là en fait ont tellement de poids dans certaines maladies qu'en fait on se rend compte que maintenant ça c'est des bonnes cibles de traitement, et le changement là il passera par un modèle qui peut pas être que biomédical. Le truc, c'est que justement, pendant 50 ans, on s'est dit, ouais, avec la technique, on va résoudre tous les problèmes. Puis finalement, il y a quand même des patients avec qui on n'a pas de solution et on n'arrive plus à leur dire, je sais pas. Oui. Et quand on n'arrive pas à leur dire, non, mais je sais pas en fait. Au-delà de ça, c'est aussi inacceptable à entendre. Oui, mais parce qu'on a habitué les gens. Oui. On a habitué les gens à leur dire, non, on a une solution à tout en fait. Et donc là, on se retrouve avec des gens qui, à un moment, au lieu de dire, je sais pas, vont basculer soit au niveau des patients vers quelque chose, on va leur apporter une réponse, et des médecins ils vont se dire, là je suis dans une pleine dissonance cognitive, on m'a dit la médecine ça me permettait de savoir de traiter les gens, et puis là j'y arrive pas à le traiter. Léo Druard, une question du chat avant que j'oublie. Quelle lecture tu conseilles aux gens qui veulent se dégonfler sur ce que c'est que le placebo? Alors il y a les bonnes lectures. D'accord. Sur ma page Twitter, j'ai un petit lien où j'ai traduit pas mal d'articles que vous pouvez lire qui sont des Ta page Twitter, donne-nous le hâte de ton Twitter. C'est L Druard Physiotherapist, donc PT. Donc PT. L Druard et le reste tu suis. Ouais, normalement vous trouverez. Et dedans il y a des articles vraiment chouettes. Et juste, tout à l'heure j'ai parlé d'une étude, j'aime pas parler d'une étude sans dire laquelle c'est. Du coup, c'est une étude qui a été écrite par Grace Lee en 1985. Si vous voulez la chercher, vous la trouverez. C'est trop vieux, c'est pas intéressant. C'est ça. Mathieu, tu veux dire un mot et après je poserai ma dernière question à tout le monde. Sur le placebo, le pape mondial, l'élite, si on peut dire, du placebo, c'est un Italien, c'est Fabrizio Benedetti, et il écrit beaucoup de livres chez Springer ou chez Oxford Unity Press, et c'est vraiment des bibles, mais incroyables en fait. Et effectivement, le mot bible va pas être très convaincant par ici, mais c'est comme tu veux. Surtout sur la neurophysiologie des effets en tout cas. Encyclopédie.
Donc Une Benedetti, référence. c'est un des papas du placebo qui a vraiment travaillé sur comment cet effet marche, quelle est la neurophysiologie D'accord. derrière cet effet, quelles aires du cerveau sont activées. et ainsi de Benedetti. suite. Fabrizio Benedetti. Fabrizio Benedetti. Et figure-toi qu'avant la crise sanitaire, il a été invité à l'IHU de Marseille. Mais ils font pas forcément des choses nulles. D'ailleurs, j'allais dire au Covid, petite parenthèse Covid, enfin, on va déborder un peu. Voilà. Il s'est passé un truc avec le Covid, c'est que bon, c'est vraiment lié à la santé, vraiment à la zététique. Je vais vous demander d'abord, est-ce que vous avez été étonné par la cacophonie? Je pense qu'on peut dire cacophonie. Est-ce que vous pouvez dire un mot sur où on en est de la désinformation? Est-ce que l'intox est fini? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'améliore ou que c'est de pire en pire? Et par rapport à ça, quelle information pensez-vous qu'il faudrait que nous, on donne aux gens? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que nous, on pourrait faire de mieux pour que les gens qui font circuler des choses fausses ou qui croient des trucs un peu bizarres se corrigent? Comment on peut aider les gens? Et voilà. Est-ce que ça vous a étonné ou pas? On va commencer par Mathieu. Moi, déjà, je vais mettre un petit tacle. En fait, chaque médecin doit respecter un code de déontologie. Oui. Primoum le connaît aussi très bien. Le problème, c'est que le CNOM, donc le Conseil national de l'ordre des médecins français, ne bouge pas vraiment. Touche la bite. Ils ne font rien. Par exemple, les deux articles les plus connus, c'est l'article 13 et l'article 39, qui toutes deux disent que le médecin, lorsqu'il prend part à une action de santé publique et quand il prend la parole en public, doit faire état que des données que des données acquises par la science. Tout à fait. L'article 39, c'est qu'il ne doit pratiquer aucun acte qui est inutile ou infondé. Ou de charlatanerie. Hein, oui. Voilà, le charlatanisme est interdit. Et cette institution, qui s'est pris aussi un tacle de la part de la Cour des comptes, ne bouge même pas, alors que c'est pas l'argent qui manque. À quoi ça sert l'ordre des médecins? On Rien. vraiment par Protéger là-dessus les là, tout de patients. suite. Non, mais pour Allez, expliquer aux Primo, gens, allez. il est censé servir à Alors, quoi? l'ordre des médecins, son but premier, et ça c'est quelque chose c'est une mission qu'il a oublié, c'est de défendre avant tout la médecine. Mais la médecine Pas les avec- médecins, mais la médecine. Non, Et il les défend patients. pas. Les patients, il avant défend la même- médecine. avant même la profession. Il défend la médecine. Il défend la C'est médecine pas avec ce un qu'on grand voit. M. Donc évidemment, ça passe par défendre les patients face à des gens qui font de la mauvaise médecine. Et c'est aussi défendre la médecine contre les médecins. C'est défendre la pratique. Pas défendre les médecins, c'est défendre la pratique. Et dans la pratique, c'est pas ce qu'on voit en fait. On Bah a, non, on a ils l'impression défendent les qu'il y a une, médecins qu'il y a une forme De corporatisme. Mais d'ailleurs, Et, ça, c'est la mission de tous les ordres. Et pour le coup, nous, on a de la chance en kiné. On a quand même un ordre qui est un peu plus actif sur ces questions. Bonjour à Pascal Mathieu. si tu nous entends, on t'aime. Je sais pas qui vous êtes, mais apparemment on vous aime. Madame Pascal Mathieu, présidente du conseil de l'ordre des Mais kinés. faut saluer pour le coup, du coup, là, tout le bureau. Il n'y a pas que Pascal qui bosse Oui, non, mais dessus, parce que en moi, tout cas, je- ils sont- je connais plus Pascal, C'est mais- vrai, leur chef de Bon file, là, c'est de la Pascal. cuisine interne. Les gens sont là. Bon. Donc, qu'est-ce que On t'aime, donc, Pascal. En gros, voilà, l'ordre est censé protéger d'abord la pratique ça. et les patients pratique. et pas les médecins ou les praticiens. Et sincèrement, d'un point de vue d'utilisateur de loin, on a le sentiment inverse. Donc c'est qu'il y a un problème dans la manière dont ça fonctionne. Bref, toujours est-il que on en est où de la désinformation? Est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste? Mathieu, Léo, je sais pas qui vous- Optimiste dans le sens où maintenant la plupart des gens ont déjà entendu le mot théorie du complot, le mot désinformation, le mot éducation aux médias, et je pense que de plus en plus de personnes se sentent concernées par ça et sensibilisées. Je pense que c'est un peu grâce à la crise du Covid. Après, je suis assez désespéré de voir autant de personnes qui adhèrent à la désinformation ou qui adhèrent qui tiennent pour vrai des énoncés dont ils n'ont pas assez de bonnes raisons d'y croire. Après, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, y compris les médecins, Et lorsqu'ils surtout, sont oui. en face de leurs patients, de leur donner, même si les consultations durent 15 minutes, qu'ils ont une demi-heure de retard, de juste une petite ébauche de l'esprit critique, ne serait-ce que la régression à la moyenne pour Mais comprendre. Est-ce que c'est on peut pas, mais ça vaudrait le coup de faire une mission. Est-ce que c'est le rôle des médecins Ah, pas que, de pas faire que. de la pédagogie auprès de leurs patients? C'est pas Moi, je évident. pense que Ah c'est bah, aussi- c'est bien sûr, c'est une ça mission, devrait- c'est une des missions du médecin, hein, c'est de faire Ah bah de alors, l'éducation aux patients. Hein, c'est une des Eh ben, missions du médecin. si c'est une démission, de toute évidence, ça n'a pas été fait. Mais Non, c'est non, mais on aussi... est d'accord. Du C'est coup, aussi- la première étape, c'est aussi de mieux les former. Et du coup, c'est aussi Bien ce sûr. qui fait que moi, je suis aussi passionné par le fait d'être formateur avec nos kinés. Parce que et du coup, je vais dire que je suis optimiste là-dessus. Parce que quand on voit en fait les jeunes qui arrivent et qui s'y forment,
En fait, dans leur cursus maintenant, on ajoute des UE dans lesquels on parle de éthique, dans lesquels on parle d'autodéfense intellectuelle, dans lesquels on parle de toutes ces choses-là. On leur apprend du coup à se baser sur de la littérature, à se baser, à exprimer de la nuance. Il y a une évolution dans la formation des médecins. J'espère. Non, j'ai années, fini, hein. alors des médecins, du je coup, vais raconter un truc vite fait, mais. Mais vas-y, non, vas-y. d'abord, on va donner la parole à Fantine, parce que comme Ouais. elle est loin, elle ne peut pas s'agiter. Sur le Covid, sur la désinformation, sur ce qu'on devrait faire pour que ça se passe mieux, Fantine. Je vais être sur une note plutôt optimiste aussi. Ce que je vois, voilà, je parle encore une fois de mon expérience perso, surtout donc aux urgences en ce moment. J'essaye de demander systématiquement aux patients s'ils sont vaccinés contre le Covid. La majorité l'est. Ceux qui ne le sont pas, généralement, ils viennent parce qu'ils ont le Covid. Et ceux qui sont pas vaccinés, j'essaye quand j'ai le temps de faire un court entretien épistémique. C'est toujours un peu compliqué aux urgences. Sur celui que j'ai eu ce matin, je pense qu'il était complètement inaccessible à l'entretien parce qu'il était dans un complotisme assez ancré et a priori déjà ancien. Donc c'était compliqué, mais j'ai quand même réussi en discutant avec 3 autres patients là, les semaines précédentes. En fait, en discutant de leurs arguments, on réussit en les écoutant, en essayant de savoir pourquoi ils se sont pas fait vacciner, à apporter des solutions. En fait, la plupart du temps, c'est des gens qui ont peur parce qu'ils ont vu tout et n'importe quoi sur Internet. Je pense qu'à l'heure actuelle, la responsabilité et la balle est plutôt dans le camp des réseaux sociaux et sur la régulation de la désinformation, plus que dans celle des, entre guillemets, des vulgarisateurs et des zététiciens, dans le sens où là, les gens qui sont encore dans ce schéma de pensée, ça va être très compliqué d'aller les chercher directement sur les réseaux sociaux, et ça va être, comme ce que disait Primo, le rôle des médecins généralistes, des médecins traitants, d'aller faire leur boulot, en fait, leur boulot de prévention et leur boulot d'information à la santé qui est le leur et qui est souvent trop oublié. Fantine, je te laisse la parole pour un mot de la fin, parce qu'on est déjà on est en retard. Tu as déjà commencé à le dire, mais sur qu'est-ce que les gens qui nous écoutent peuvent faire pour améliorer, modifier leur manière de débattre autour de la santé. Et en particulier par rapport aux zététiciens qui sont les gens qui nous écoutent, il y a peut-être des choses que nous, voilà, ils cassent tout là-bas, que nous qui débattons depuis une position de sceptique, peut-être qu'on fait mal. Et peut-être qu'au lieu d'aider les gens à se poser des questions, on crée de la réactance et on les enfonce dans leurs croyances. Et peut-être qu'on leur rend pas service. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Et tu t'arrêteras là-dessus, après on fera un tour de table là-dessus, et après on rend l'antenne, parce que c'est tard. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est écouter les gens déjà. C'est ce qui marche le mieux, en tout cas, de ce que j'ai vu. Écouter les gens, savoir pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Là, ce matin, j'ai encore eu un patient qui n'est pas, un autre, pas vacciné contre le Covid parce que sa médecin est anti-vax homéopathe. Voilà, dont la femme prend de On l'oscillococcinum. est surpris. Oui, c'est souvent. Hein. Dont la femme prend de l'oscillococcinum au lieu de se vacciner contre la grippe alors qu'elle a un gros terrain pulmonaire. Ces gens-là, c'est compliqué parce qu'ils ont leur médecin, qui est la figure d'autorité. Pour les autres qui n'ont pas spécialement de figure d'autorité comme ça, et ce qu'il leur faut, c'est de l'écoute, écouter leurs arguments, écouter pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent, et réussir à un par un et expliquer les choses calmement, posément, avec des mots simples. Et en fait, ça marche assez bien quand on prend le temps d'écouter les gens avant tout, plutôt que de balancer tous azimuts des arguments qui concernent pas forcément les gens. Voilà, écoutez vraiment pourquoi, quelles sont leurs croyances et quelles sont les raisons de leurs croyances avant d'avoir une discussion d'égal à égal, et surtout pas avec un ton de je vais t'expliquer pourquoi ce que tu penses c'est de la merde. Tout à fait. Ça rejoint ce qui a été dit dans la table ronde précédente. Oui. Il faut écouter les gens. Les gens ne croient pas sans raison. Ça peut être des mauvaises Oui. raisons, et il y a des raisons. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, Mathieu? Moi, je pense que l'éducation à l'esprit critique dès le collège ou même la primaire, je sais pas. Ça, Et au lycée. c'est sur la politique, mais nous, Ah. individuellement, sur les réseaux ou en famille, sur les questions de santé, qui sont extrêmement sensibles, hein, les gens montent très vite, qu'est-ce qu'on fait pas assez bien? Je pense prendre le temps de donner les bases de l'esprit critique, de la méthode scientifique, de pourquoi ça c'est vrai, pourquoi ça c'est faux. C'est un peu de l'épistémologie, mais version très débutant.
Après, non, on peut vulgariser, mais après, c'est aussi le rôle de l'INSERM, par exemple. Ils font des super vidéos sur YouTube, mais elles sont vues par 1000 personnes, pas plus. Ah bah, et peut-être qu'il faut que nous, on partage l'INSERM. Enfin, appelez-nous. l'INSERM, on partage vos trucs. Entendu. Léo ? Moi, j'aime bien ce qu'elle a dit, Fantine. Faut vraiment... Faut pas condamner les gens qui consultent. Alors, on a parlé tout à l'heure de vaccination. Moi, je vais parler plutôt des gens qui vont consulter vers des thérapies complémentaires ou alternatives. En fait, ces gens-là, à la base, ils y vont parce qu'ils ont quelque chose, ils ont une plainte. Des fois, ils ont des bonnes raisons d'y aller parce qu'ils ont été traités n'importe comment ailleurs, parce qu'ils n'ont pas du tout été écoutés, parce qu'il y a vraiment de l'insatisfaction ailleurs. Du coup, déjà, nous, en tant que professionnels de santé, on peut mieux faire notre job, essayer de faire au mieux possible notre job et d'essayer de mettre en place les conditions matérielles pour que tout le monde fasse le mieux possible son job. Et puis ensuite, d'essayer de comprendre finalement qu'est-ce que les gens recherchent quand ils vont là-bas, de comprendre qu'est-ce qui les amène à aller là-bas. Puis des fois on y va juste parce qu'on a notre papa, maman, l'oncle, la tante, l'ami qui a dit vas-y, il faut aller consulter. Et du coup c'est pas cette personne-là avec qui il faut nécessairement discuter. Et donc du coup vraiment l'idée c'est faut pas condamner, faut écouter et puis il faut essayer de comprendre les raisons de la consultation. Ça rejoint ce que disait Fantine en effet. Et... Docteur François Morel. Alors est-ce que je suis surpris? Non. Il faut voir les consultes qu'on a fait avec Jérémy tout au long de la crise du Covid. On avait déjà anticipé certains trucs qui allaient se passer. Donc, est-ce que je suis surpris de la crise? Absolument pas. La situation, alors moi par contre, c'est peut-être de mon naturel, je suis un peu plus pessimiste. Moi, je trouve qu'elle est pire qu'avant. Je trouve que les trucs s'empilent les uns sur les autres, mais c'est normal, c'est le fait du temps. Plus le temps passe, plus on a des mais est-ce que tu penses que ça va s'arranger quand la crise sera éloignée? Oui, quand la crise il restera une cristallisation de vieilles théories qui vont rester. Il va y avoir un noyau dur de théories, puis voilà. Mais je pense que là, en fait, en France en particulier, je pense que le contexte politique fait que ça aggrave la situation. Oui. Je pense que dès que le politique a commencé à s'y mêler, principalement à l'approche des élections présidentielles dans la prochaine année, je pense que c'est là que ça commence à partir dans tous les sens. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais citer un intervenant qui est ici. Il faut qu'on apprenne aux gens à faire attention à la méthode avec laquelle ils se mettent des choses dans la tête, quoi. Je pense que c'est un des éléments les majeurs, pas leur dire ils ont tort ou raison, c'est avec quelle méthode. Pourquoi pensez-vous ce que vous pensez? Ouais, ou même pas pourquoi. Avec quelle méthode tu l'as fait? Oui, dans quelle manière? Dans quelle manière? Oui. C'est vraiment, je pense qu'il faut avant de dire, il y a les faits, mais ensuite la méthode. Je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne sur la méthode. En tout cas, de mon point de vue, pour ma personne, c'est ce qui a fait le plus de taf. C'est pas les connaissances, mais la méthode. Ça rejoint ce qui motive le travail qu'on fait nous sur la chaîne. Enfin, c'est très cohérent, peut-être trop cohérent. Ça fait peur. On est tous d'accord. Bon, voilà. Si on est d'accord, soit on a raison, soit on est vraiment aveuglé. C'était la table ronde zététique et santé. Bien sûr, nous l'avons qu'effleuré le sujet. Qui aurait pu durer 4 heures. Vous le savez bien. On va revenir après la pause dans une table ronde zététique et histoire. Là, c'est pareil. On pourrait passer 3 jours, mais on va passer que 50 minutes. Et donc, je vous laisse avec un petit interlude où vous aurez la bande-annonce du Grand Virage, un film qui vous parle de trucs, vous verrez bien, avec le clip de La Tronche en Biais et l'Esprit Ouvert, et avec, je crois, sauf si j'ai fait erreur, la bande-annonce du proche. Il n'y aura pas. Donc, on s'arrête là. Il n'y aura que ce truc-là. J'ai bien fait de demander. Hein. Et je remercie Fantine. Je dis coucou, à bientôt Fantine. Je vous remercie d'avoir été là. Et on vous dit à dans 10 minutes. Merci.